Les cordes s'enfonçaient dans ses poignets. Gideon Pratt ouvrit lentement les yeux, découvrant un cercle de visages inconnus qui le fixaient, impassible, comme taillé dans la pierre. Sa tête bourdonnait. Le dernier souvenir qu'il avait remontait à la veille, lorsqu'il avait fait boire son cheval près du ruisseau, au coucher du soleil. À présent, le soleil brûlait au zénith, implacable dans un ciel sans nuages. Combien d'heures s'étaient écoulées? Où était passé son cheval? Il tenta de bouger, mais ses bras étaient attachés derrière son dos, liés à un poteau profondément planté dans le sol. Tout autour, le camp s'étendait, silencieux, les abris de cuir dressés comme des témoins muets. Hommes et femmes s'approchaient lentement, formant un cercle de plus en plus serré. Pas un mot. À la lisière de la foule, une jeune femme se tenait droite, les yeux sombres fixés sur lui avec une intensité qui lui serra la poitrine. Elle savait quelque chose, il le devinait dans sa posture, tendue, prête à réagir. Mais pourquoi gardait-elle le silence? 3 jours plus tôt, Gideon était arrivé dans la vallée avec pour seule richesse ses provisions et ses intentions honnêtes. Il livrait des marchandises, farine, sel, outils à un poste de commerce fréquenté aussi bien par les colons que par les familles autochtones des collines. Le travail était simple, la paie correcte. Il restait discret, parlait peu et évitait les ennuis. Mais les ennuis trouvent toujours les hommes seuls, ceux qui avancent sans protection ni alliés. Le camp était paisible lorsqu'il avait approché le ruisseau. Il se souvenait avoir mis pied à terre, laissant son cheval boire l'eau glacée. Puis, un bruit derrière lui, un sifflement, un choc brutal. Une douleur fulgurante à l'arrière du crâne, et le monde avait basculé dans le néant. Maintenant, il se retrouvait là, prisonnier, accusé d'un crime dont il ignorait tout, face à des visages qui semblaient déjà avoir rendu leur verdict. Un homme s'avança. Plus âgé, les cheveux longs striés de gris, le visage marqué de fines cicatrices qui racontaient des batailles et la survie. C'était Takakota, le chef. Sa simple présence imposait le silence, une autorité forgée dans les saisons de famine et de perte. Son regard s'attarda sur Gideon, l'évaluant, le jaugeant. Puis il se tourna vers la foule et fit signe à un autre homme d'approcher. Celui-ci détonnait dans le décor, chemise repassée, bottes cirées, manteau bien trop propre pour ce pays de poussière. Gideon sentit son estomac se nouer. Il connaissait ce visage, Royce Barrett. Il l'avait croisé 3 jours plus tôt au poste de commerce. Trop souriant, trop bavard, le genre d'homme qui promettait beaucoup en cachant ses mensonges derrière des rires. Royce s'avança jusqu'au centre du cercle, se plaçant face à Gideon. Leurs regards se croisèrent un instant, et dans cette seconde, Gideon comprit tout. Ce n'était pas un malentendu, c'était un piège. Il y était tombé de plein fouet. Takakota leva la main. Le jugement allait commencer. Sa voix fendit le silence comme une lame. Il parla d'abord dans sa langue, des mots que Gideon ne comprenait pas mais dont il ressentait la gravité. Puis, en anglais brisé. 3 fusils sacrés ont disparu de notre réserve. Des armes offertes par traité, pour la protection de nos familles. Son regard brûlait sur Gideon. Tu as été vu près du camp. Tu as été vu repartant avant l'aube. Et maintenant, les fusils ne sont plus là. La gorge de Gideon se dessécha. Ces fusils étaient symboliques des armes données en signe de paix, censées protéger la tribu des bêtes sauvages et des menaces humaines. Les voler, c'était rompre un pacte, rallumer la guerre. Je n'ai rien pris, dit-il d'une voix tremblante. Je suis venu livrer des provisions, rien d'autre. J'ai fait boire mon cheval au ruisseau, et quelqu'un m'a frappé par derrière. Un murmure parcourut la foule. Certains semblaient douter, d'autres bouillaient de colère. La jeune femme, elle, restait immobile, les poings serrés. Elle voulait parler, il le sentait, mais quelque chose la retenait. Takakota leva de nouveau la main. Le silence retomba. Il fit signe à Royce d'avancer. Celui-ci prit une mine attristée, faussement compatissante. « Chef Takakota, dit-il d'un ton mielleux, je n'aurais jamais voulu dire cela, mais je l'ai vu. Il y a 2 matins, juste avant l'aube, je vérifiais ma charrette près du poste de commerce quand j'ai aperçu quelqu'un se faufiler dans la direction de votre camp. Au début, j'ai cru à une simple affaire d'échange. Mais peu après, je l'ai revu revenir avec un objet enveloppé dans une toile, la taille et la forme de fusil. Mensonge. Chaque mot sonnait juste, calculé, livré avec l'assurance d'un homme habitué à manipuler. Gideon sentit la corde s'enfoncer davantage dans ses poignets. C'est faux.
cria-t-il. Je n'ai jamais approché vos réserves. Il ment. Mais Royce, imperturbable, tira de sa poche un papier plié et le tendit au chef avec une solennité feinte. J'ai trouvé ceci près de l'endroit où étaient rangées les armes, un reçu du poste de commerce portant son nom. Takakota déplia la feuille et lut. Gideon sentit son cœur s'effondrer. Oui, ironie amère. Ces mots auraient dû désigner Royce lui-même. Mais la foule, elle, ne connaissait que l'histoire qu'on venait de lui servir. Gideon tenta de se défendre une dernière fois. Demandez à n'importe qui au poste de commerce. J'ai livré de la farine, du sel, c'est tout. J'ai dormi dans l'étable, puis je suis reparti au matin. Je n'ai jamais approché votre camp avant qu'on m'assomme et qu'on me traîne ici. Une femme âgée, aux cheveux argentés tressés dans son dos, s'avança et parla doucement à Takakota. Le chef l'écouta en silence, hocha la tête, puis se tourna vers Gideon. Tu dis avoir été attaqué. Où? Quand? Au ruisseau, hier soir. Le soleil descendait. Mon cheval buvait, et quelqu'un m'a frappé. Takakota échangea un regard avec plusieurs hommes. 2 d'entre eux quittèrent le cercle d'un pas rapide, en direction du ruisseau. Gideon comprit, ils allaient vérifier ses dires. Gideon cherchait encore autour de lui le moindre signe d'une lutte, un indice capable de confirmer son récit. Une lueur d'espoir vacilla dans sa poitrine, fragile mais bien réelle. S'il trouvait une preuve, un sol remué, une trace de sang, n'importe quoi qui appuierait sa version, peut-être tout cela pourrait-il s'achever sans effusion de sang. Mais Royce secouait déjà la tête, son visage empreint d'une pitié fausse et calculée. Bien sûr qu'il dirait ça, pensa-t-il à haute voix. Tout coupable prétend être innocent, tout voleur invente une attaque. Il fit une pause, puis ajouta d'un ton assuré, « Mais je ne suis pas ici pour débattre de ces mensonges. Je suis ici pour dire ce que j'ai vu. Je l'ai aperçu près de votre entrepôt, transportant ses fusils. » Les hommes envoyés vers le ruisseau revinrent trop vite. Ils parlèrent à voix basse au chef Takakota, dont le visage resta impassible. Puis, se tournant vers Gideon, il déclara avec gravité, « La terre ne montre rien. Pas de lutte, pas de sang, aucune preuve. » L'espoir de Gideon s'effondra. L'assaillant avait été méthodique, un professionnel. Aucune trace, aucun indice, tout avait été soigneusement effacé. Désormais, seule la version de Royce subsistait. Fouiller sa charrette, lança Gideon d'une voix tendue. S'il est si honnête, qu'on inspecte ce qu'il transporte. Royce esquissa un sourire tranquille. Allez-y, je n'ai rien à cacher. Sur un signe du chef, 2 jeunes guerriers s'avancèrent vers le chariot de Royce, stationné près des chevaux. Celui-ci les observa partir, parfaitement serein, les bras le long du corps. Ce calme glaça Gideon. Royce n'avait aucune inquiétude, et pour cause, tout était prévu. Peu importait ce qu'ils allaient trouver, cela ne jouerait qu'en sa défaveur. Une jeune femme, jusque-là silencieuse, fit soudain quelques pas en avant. Son père, Takakota, leva la main pour lui ordonner de s'arrêter, mais elle resta droite, les yeux brillants d'une urgence contenue. Les hommes revinrent, portant un paquet enveloppé d'une toile huilée. Lorsqu'ils le déplièrent, 3 fusils apparurent, les armes sacrées dérobées à la tribu. La foule s'enflamma, criant sa colère. Takakota réclama le silence d'un geste. Sa voix tonna sur le campement, les preuves sont là. Ces armes se trouvaient dans le chariot de cet homme. Son doigt pointe à Royce, mais son regard resta fixé sur Gideon, caché par celui qui les a volés. Gideon sentit le sol vaciller sous ses pieds. Royce avait lui-même dissimulé les fusils dans sa propre charrette, anticipant cette fouille. Un piège parfait, cruel et irréfutable. Tout le monde le croyait désormais coupable. Le chef leva la main, le silence retomba aussitôt, lourd et menaçant. Il parla d'abord dans sa langue, puis en anglais, sa voix grave marquant chaque mot. « Tu es venu sur nos terres. Tu as pris ce qui protège nos enfants. Tu as voulu faire accuser un autre. Ce n'est pas seulement un vol. C'est une trahison. » Gideon tira sur ses liens, la douleur brûlant ses poignets. « Ce n'est pas moi, Royce a tout mis en scène. » protesta-t-il, mais ses paroles sonnaient creux. Il n'avait aucune preuve, rien d'autre que sa voix. Royce, lui, affichait une indignation calculée. « Chef Takakota, je comprends votre colère. Ces armes sont vitales. Mais peut-être cet homme a-t-il agi par désespoir.
montrez-lui clémence. Cette demande, faussement noble, acheva d'enfoncer Gideon. Plus Royce paraissait compatissant, plus il semblait coupable. Le chef finit par hocher la tête. Il demande grâce pour toi, mais la loi est claire. Voler nos armes, c'est déclarer la guerre. Les guerriers se rapprochèrent, prêts à exécuter la sentence. Gideon supplia, laissez-moi prouver ce que je dis. Tu as eu ta chance, trancha Takakota. Les mots du chef s'élevèrent à nouveau en langue tribale, et Gideon vit les visages se fermer autour de lui. C'était fini. Royce croisa son regard, un sourire satisfait effleurant ses lèvres, il avait gagné. Il avait tout orchestré, retourné le peuple contre un innocent pour servir ses propres plans. Takakota posa lentement la main sur son couteau, signe que le jugement allait tomber. C'est alors que la jeune femme intervint à nouveau, franchissant la distance entre eux. Ignorant l'ordre de son père, elle se plaça devant Gideon, sa voix claire perçant le tumulte. « Père, arrête !» Tous les regards se tournèrent vers elle. Takakota tenta encore. « Nala, retourne à ta place. » Mais elle resta immobile, le dos droit, les yeux fixés sur Royce Barrett. Une tension étrange parcourut l'assemblée. « Le jugement est faux, » déclara-t-elle enfin d'un ton ferme. « Cet homme n'a rien volé. » Des murmures outrés éclatèrent. Le chef se figea. « Tu n'étais pas là. »« Si, j'y étais, » répondit Nala. « 2 matins avant l'aube, je revenais de la chasse. J'ai vu quelqu'un rôder près de notre dépôt. Je croyais que c'était un des nôtres, alors je suis restée silencieuse. Plus dur. Mais ce n'était pas l'un des nôtres. » L'expression de Royce ne changea pas, mais quelque chose dans sa posture se modifia. Il resta calme, mais Gideon vit la tension s'insinuer dans ses épaules et dans la raideur de sa mâchoire. Nala était sur le point de détruire tout ce qu'il avait construit, et il le savait. « J'ai regardé, » continua Nala. « Je suis resté caché parce que quelque chose dans sa façon de bouger me paraissait faux, trop précautionneux, trop délibéré. » Il ouvrit le bâtiment de stockage, prit les 3 fusils, les enveloppa dans de la toile et les porta vers le campement. Elle inspira. Puis, je l'ai vu les cacher près du ruisseau, dans les broussailles où les saules poussent en épaisseur. Il passa beaucoup de temps à effacer ses traces, à s'assurer que personne ne verrait ce qu'il avait fait. La foule était désormais complètement silencieuse. Chaque personne était figée, en train de digérer ce qu'elle entendait. Takakota regardait sa fille, l'expression partagée entre l'incrédulité et une compréhension qui naissait. « Si tu as vu cela, » dit Takakota lentement, « pourquoi n'en as-tu pas parlé plus tôt ?»« Parce que je n'en étais pas certaine au début. Il faisait sombre. Je voyais ce qu'il faisait, mais pas son visage clairement, pas avant qu'il ne revienne ici ce matin, debout devant tout le monde, mentant sur ce qui s'était passé. » La voix de Nala se fit plus forte. « Alors j'ai su avec certitude. Et je ne laisserai pas un homme innocent mourir pour un crime qu'il n'a pas commis. » Royce bougea enfin. Il écarquilla les mains dans un geste de ironie amère. Ces mots auraient dû désigner Royce lui-même. Mais la foule, elle, ne connaissait que l'histoire qu'on venait de lui servir. Gideon tenta de se défendre une dernière fois. Demandez à n'importe qui au poste de commerce. J'ai livré de la farine, du sel, c'est tout. J'ai dormi dans l'étable, puis je suis reparti au matin. Je n'ai jamais approché votre camp avant qu'on m'assomme et qu'on me traîne ici. Une femme âgée, aux cheveux argentés tressés dans son dos, s'avança et parla doucement à Takakota. Le chef l'écouta en silence, hocha la tête, puis se tourna vers Gideon. « Tu dis avoir été attaqué. »« Où ? Quand ? » ?»« Au ruisseau, hier soir. Le soleil descendait. Mon cheval buvait, et quelqu'un m'a frappé. » Takakota échangea un regard avec plusieurs hommes. 2 d'entre eux quittèrent le cercle d'un pas rapide, en direction du ruisseau. Gideon comprit, ils allaient vérifier ses dires. Gideon cherchait encore autour de lui le moindre signe d'une lutte, un indice capable de confirmer son récit. Une lueur d'espoir vacilla dans sa poitrine, fragile mais bien réelle. S'il trouvait une preuve, un sol remué, une trace de sang, n'importe quoi qui appuierait sa version, peut-être tout cela pourrait-il s'achever sans effusion de sang. Mais Royce secouait déjà la tête, son visage empreint d'une pitié fausse et calculée. Bien sûr qu'il dirait ça, pensa-t-il à haute voix. Tout coupable prétend être innocent, tout voleur invente une attaque. Il fit une pause, puis ajouta d'un ton assuré, « Mais je ne suis pas ici pour débattre de ces mensonges.
Je suis ici pour dire ce que j'ai vu. Je l'ai aperçu près de votre entrepôt, transportant ses fusils. » Les hommes envoyés vers le ruisseau revinrent trop vite. Ils parlèrent à voix basse au chef Takakota, dont le visage resta impassible. Puis, se tournant vers Gideon, il déclara avec gravité, « La terre ne montre rien. Pas de lutte, pas de sang, aucune preuve. » L'espoir de Gideon s'effondra. L'assaillant avait été méthodique, un professionnel. Aucune trace, aucun indice, tout avait été soigneusement effacé. Désormais, seule la version de Royce subsistait. « Fouillez sa charrette », lança Gideon d'une voix tendue. « S'il est si honnête, qu'on inspecte ce qu'il transporte. » Royce esquissa un sourire tranquille. « Allez-y, je n'ai rien à cacher. » Sur un signe du chef, 2 jeunes guerriers s'avancèrent vers le chariot de Royce, stationné près des chevaux. Celui-ci les observa partir, parfaitement serein, les bras le long du corps. Ce calme glaça Gideon. Royce n'avait aucune inquiétude, et pour cause, tout était prévu. Peu importait ce qu'ils allaient trouver, cela ne jouerait qu'en sa défaveur. Une jeune femme, jusque-là silencieuse, fit soudain quelques pas en avant. Son père, Takakota, leva la main pour lui ordonner de s'arrêter, mais elle resta droite, les yeux brillants d'une urgence contenue. Les hommes revinrent, portant un paquet enveloppé d'une toile huilée. Lorsqu'ils le déplièrent, 3 fusils apparurent, les armes sacrées dérobées à la tribu. La foule s'enflamma, criant sa colère. Takakota réclama le silence d'un geste. Sa voix tonna sur le campement, les preuves sont là. Ces armes se trouvaient dans le chariot de cet homme. Son doigt pointa Royce, mais son regard resta fixé sur Gideon, caché par celui qui les a volés. Gideon sentit le sol vaciller sous ses pieds. Royce avait lui-même dissimulé les fusils dans sa propre charrette, anticipant cette fouille. Un piège parfait, cruel et irréfutable. Tout le monde le croyait désormais coupable. Le chef leva la main, le silence retomba aussitôt, lourd et menaçant. Il parla d'abord dans sa langue, puis en anglais, sa voix grave marquant chaque mot. « Tu es venu sur nos terres. Tu as pris ce qui protège nos enfants. Tu as voulu faire accuser un autre. Ce n'est pas seulement un vol. C'est une trahison. » Gideon tira sur ses liens, la douleur brûlant ses poignets. « Ce n'est pas moi, Royce a tout mis en scène, » protesta-t-il, mais ses paroles sonnaient creux. Il n'avait aucune preuve, rien d'autre que sa voix. Royce, lui, affichait une indignation calculée. « Chef Takakota, je comprends votre colère. Ces armes sont vitales. Mais peut-être cet homme a-t-il agi par désespoir. Montrez-lui clémence. » Cette demande, faussement noble, acheva d'enfoncer Gideon. Plus Royce paraissait compatissant, plus il semblait coupable. Le chef finit par hocher la tête. « Il demande grâce pour toi, mais la loi est claire. Voler nos armes, c'est déclarer la guerre. » Les guerriers se rapprochèrent, prêts à exécuter la sentence. Gideon supplia, « Laissez-moi prouver ce que je dis. »« Tu as eu ta chance, » trancha Takakota. Les mots du chef s'élevèrent à nouveau en langue tribale, et Gideon vit les visages se fermer autour de lui. C'était fini. Royce croisa son regard, un sourire satisfait effleurant ses lèvres, il avait gagné. Il avait tout orchestré, retourné le peuple contre un innocent pour servir ses propres plans. Takakota posa lentement la main sur son couteau, signe que le jugement allait tomber. C'est alors que la jeune femme intervint à nouveau, franchissant la distance entre eux. Ignorant l'ordre de son père, elle se plaça devant Gideon, sa voix claire perçant le tumulte. « Père, arrête !» Tous les regards se tournèrent vers elle. Takakota tenta encore. « Nala, retourne à ta place. » Mais elle resta immobile, le dos droit, les yeux fixés sur Royce Barrett. Une tension étrange parcourut l'assemblée. « Le jugement est faux, » déclara-t-elle enfin d'un ton ferme. « Cet homme n'a rien volé. » Des murmures outrés éclatèrent. Le chef se figea. « Tu n'étais pas là. »« Si, j'y étais, » répondit Nala. « 2 matins avant l'aube, je revenais de la chasse. J'ai vu quelqu'un rôder près de notre dépôt. Je croyais que c'était un des nôtres, alors je suis restée silencieuse. Plus dur. Mais ce n'était pas l'un des nôtres. » L'expression de Royce ne changea pas, mais quelque chose dans sa posture se modifia. Il resta calme, mais Gideon vit la tension s'insinuer dans ses épaules et dans la raideur de sa mâchoire. «
Nala était sur le point de détruire tout ce qu'il avait construit, et il le savait. J'ai regardé, continua Nala. Je suis resté caché parce que quelque chose dans sa façon de bouger me paraissait faux, trop précautionneux, trop délibéré. Il ouvrit le bâtiment de stockage, prit les 3 fusils, les enveloppa dans de la toile et les porta vers le campement. Elle inspira. Puis, je l'ai vu les cacher près du ruisseau, dans les broussailles où les saules poussent en épaisseur. Il passa beaucoup de temps à effacer ses traces, à s'assurer que personne ne verrait ce qu'il avait fait. La foule était désormais complètement silencieuse. Chaque personne était figée, en train de digérer ce qu'elle entendait. Takakota regardait sa fille, l'expression partagée entre l'incrédulité et une compréhension qui naissait. « Si tu as vu cela, dit Takakota lentement, pourquoi n'en as-tu pas parlé plus tôt ?»« Parce que je n'en étais pas certaine au début. Il faisait sombre. Je voyais ce qu'il faisait, mais pas son visage clairement, pas avant qu'il ne revienne ici ce matin, debout devant tout le monde, mentant sur ce qui s'était passé. » La voix de Nala se fit plus forte. Alors j'ai su avec certitude. Et je ne laisserai pas un homme innocent mourir pour un crime qu'il n'a pas commis. Royce bougea enfin. Il écarquilla les mains dans un geste de. Dans les bureaux territoriaux, plusieurs hommes attendaient déjà d'être enregistrés. Même si vous me tuez, même si vous brûlez chaque document de cette charrette, le processus est déjà en marche, dit Royce d'une voix assurée. Dans 3 semaines, peut-être 4, des représentants du gouvernement viendront faire appliquer ces accords. La foule se mit à hurler de colère. Takakota leva la main pour imposer le silence, mais la peur sur les visages ne laissait aucun doute. Si Royce disait vrai, si des copies de ces faux contrats étaient déjà entre les mains des autorités, alors le tuer ne servirait à rien. La tribu perdrait tout de même ses terres. La guerre que Royce cherchait éclaterait malgré tout. Mais Gideon, lui, avait assez côtoyé des hommes de ce genre pour reconnaître une manœuvre lorsqu'il en voyait une. Il en avait vu, dans les comptoirs de commerce et les saloons, des hommes désespérés lançant des mensonges audacieux, espérant que la peur suffirait à les sauver. Et à cet instant précis, Royce était désespéré. « Il ment », déclara Gideon d'une voix ferme. Tous les regards se tournèrent vers lui. S'il avait vraiment remis ses documents, il n'aurait pas encore les originaux dans sa charrette, poursuivit-il. Il aurait gardé des copies, pas les contrats authentiques portant de fausses signatures. Ces papiers valent trop cher, ils sont trop dangereux. Il ne pourrait pas risquer que quelqu'un d'autre les voie avant que tout soit conclu. Le sourire de Royce se figea, ne serait-ce qu'un instant, mais cela suffit. Gideon s'avança. Et il n'a pas de complice. Un plan pareil, falsifier des accords tribaux, voler des armes sacrées, accuser un innocent exige le secret absolu. Plus il y a de gens impliqués, plus le risque augmente. Quelqu'un parle, quelqu'un se fait prendre, quelqu'un réclame sa part. Il a tout fait seul, parce qu'il ne pouvait pas se permettre d'être trahi. Takakota observa longuement Royce. Il lut la vérité dans son regard, dans cette manière dont l'assurance s'effondrait peu à peu, remplacée par une panique mal dissimulée. Le chef hocha lentement la tête. Détachez le cow-boy. Un guerrier s'approcha de Gideon, trancha les liens à son poignet d'un coup de lame. La douleur du sang qui revenait dans ses mains le fit presque vaciller. Il se redressa, prit appui sur ses jambes, puis s'avança vers Royce, agenouillé au centre du cercle. « Tu as tenté de me faire condamner pour un crime que je n'ai pas commis, dit-il d'une voix calme. Tu étais prêt à déclencher une guerre, à faire tuer des innocents, juste pour t'enrichir avec des terres volées. » Royce leva les yeux, le visage déformé par la haine. Son masque était tombé. Ce qu'il restait de lui semblait petit, laid, misérable. « Tu n'es rien, cracha-t-il. Tu crois que ça change quelque chose ? Il y a 100 hommes comme moi dehors, prêts à saisir la même opportunité. Quelqu'un d'autre viendra, quelqu'un de plus malin, et ces gens perdront leurs terres quoi qu'il arrive. » Peut-être, répondit Gideon d'une voix posée. Mais pas aujourd'hui. Et pas à cause de toi. Dakota fit un pas en avant, se plaçant à ses côtés. Takakota regarda sa fille. Elle n'avait pas bougé pendant tout ce temps, observant la scène sans détourner les yeux. Dans son regard, il y avait à la fois de la fierté et une profonde reconnaissance. Elle avait osé le contredire devant tout le peuple, non par défi, mais parce qu'elle savait que la vérité comptait plus que l'obéissance. « Nala, dit-il doucement, ton courage a sauvé une vie aujourd'hui. Tes paroles ont empêché une injustice. Tu as honoré notre peuple et nos lois.
Nala croisa le regard de son père, puis celui de Gideon. Entre eux passa une compréhension silencieuse. Elle avait tout vu, l'attaque de Royce au bord du ruisseau, le corps de Gideon traîné dans les buissons. Elle aurait pu parler plus tôt, mais elle avait voulu être certaine, voir le visage du traître sous la lumière, entendre ses mensonges de sa propre bouche. Et quand le moment décisif était venu, quand la vie d'un innocent ne tenait plus qu'à un fil, elle avait prononcé les 4 mots qui avaient tout changé. Takakota se tourna de nouveau vers Royce. « Notre loi est claire. Tu nous as volés. Tu as cherché à nous détruire. Tu répondras de tes actes. » Les guerriers le saisirent et le relevèrent de force. Royce se débattit, hurla des menaces, lança des insultes, mais ses cris n'avaient plus aucun poids. La foule s'écarta, silencieuse, tandis qu'on l'emmenait vers son jugement. Au bord du camp, Gideon observa l'homme s'éloigner, sentant un poids quitter sa poitrine. La justice venait enfin d'être rendue. Pas celle que Royce avait tenté de fabriquer, mais une justice véritable, née de la vérité reconnue et défendue. Takakota fixa Gideon longuement avant de lui tendre la main. Gideon la serra, silencieusement. Le soleil commençait sa descente vers les collines de l'ouest, teignant la vallée de reflets ambrés et roux. À la lisière du camp tribal, Gideon regardait les hommes rassembler les affaires de Royce. Chaque contrat falsifié, chaque preuve, chaque document attestant de l'ampleur de sa tromperie. Takakota avait déjà envoyé 2 messagers au bureau territorial le plus proche, porteurs du récit complet, des preuves de la falsification et d'une plainte officielle contre Royce Barrett pour tentative de fraude et de vol. Royce, ligoté au centre du camp, était gardé par 4 guerriers. Toute trace d'assurance avait disparu de son visage. Le conseil tribal n'avait délibéré qu'1 heure avant de trancher. Royce resterait détenu jusqu'à l'arrivée des autorités. Il serait jugé devant une cour légitime, selon les lois mêmes qu'il avait voulu manipuler. Certains auraient préféré une justice plus rapide, mais Takakota avait expliqué sa décision. S'il tuait Royce, sa mort servirait de prétexte pour dépeindre la tribu comme sauvage et violente. Mieux valait laisser les faits parler d'eux-mêmes, montrer au monde la vérité sur cet homme. Le cheval de Gideon avait été retrouvé près du ruisseau, toujours scellé, indemne. Un jeune guerrier l'avait ramené avec toutes ses affaires, rien ne manquait. Par réflexe, Gideon vérifia ses sacoches, la bourse contenant son paiement s'y trouvait encore, intacte. 3 jours plus tôt, cette somme lui semblait précieuse. À présent, elle paraissait insignifiante face à ce qu'il avait failli perdre. Nala s'approcha, venant du logis de son père. Elle portait quelque chose enveloppé dans un tissu qu'elle tendit à Gideon. Il défit soigneusement le linge, de la viande séchée et du pain plat, assez pour plusieurs jours de route. « Pour ton voyage », dit-elle doucement. Sa voix, plus posée qu'au moment du jugement, n'avait rien perdu de sa détermination. « Merci », répondit-il en attachant les provisions à sa selle. « Pour cela, et pour avoir parlé quand il le fallait. »« J'aurais dû parler plus tôt », murmura-t-il. « Tu l'as fait quand tu étais sûr. Et cela demande du courage. » Il la regarda droit dans les yeux. Ces 4 mots m'ont sauvé la vie. Un léger sourire effleura les lèvres de Nala. C'étaient les seuls mots qui comptaient. Takakota sortit de sa demeure et s'approcha. Le visage du chef s'était adouci. Il posa une main sur l'épaule de sa fille avant de s'adresser à Gideon. « Tu es libre de partir. Aucune dette ne demeure entre nous. » Il marqua une pause, pesant ses mots. Ce qui s'est passé ici, les mensonges, les accusations, tout cela venait de la cupidité d'un seul homme, pas de tout un peuple. Mes gens s'en souviendront. Et moi, je n'oublierai pas que c'est ta fille qui a empêché une injustice, répondit Gideon. Ni que tu as écouté quand la vérité s'est présentée. Takakota acquiesça d'un signe grave. Il s'écarta pour le laisser monter à cheval. L'animal piaffa, impatient de reprendre la route. Gideon serra les rênes, puis jeta un dernier regard à Nala. « Si un jour tu passes près du comptoir de commerce, demande après moi. Je te dois plus que ma reconnaissance. » La dette est payée, répondit-elle. Mais dans son regard brillait une promesse silencieuse, celle d'un jour peut-être. Gideon dirigea sa monture vers la sortie de la vallée. Derrière lui, la vie du camp reprenait son cours. Le danger était écarté, la paix revenue. Takakota, le bras passé autour des épaules de sa fille, le suivait du regard. Aucun d'eux ne leva la main pour saluer, il n'en avait pas besoin. Tout avait déjà été dit.
La route s'étendait devant lui, familière et paisible. Gideon pressa doucement les flancs de son cheval. Bientôt, le camp disparut à l'horizon. Devant lui l'attendaient d'autres contrats, d'autres jours ordinaires. Il n'était qu'un homme sans histoire, trouvé au mauvais endroit, au mauvais moment, un homme sauvé par 4 mots prononcés au moment juste. Le soleil effleurait la ligne des collines lorsqu'il quitta la vallée. Gideon ne se retourna pas.